Je vous présente une vidéo qui traite de la spectrométrie de masse et de ses applications. Tout d'abord, quelques tout petits rappels. Très rapidement, vous vous rappelez que l'appareil s'appelle un spectromètre de masse. Il est composé d'une source d'ions dans laquelle sont ionisées les molécules échantillons. Elles passent ensuite dans une zone d'accélération où elles acquièrent une vitesse qui leur est propre, puis elles sont triées en fonction de cette vitesse qui est due à leur rapport masse sur charge dans une partie qui s'appelle analyseur. Elles sont détectées par un détecteur d'ions, puis ensuite traitées par un ordinateur. Vous vous souvenez qu'elles sont déposées donc sur une plaque en très petite quantité. Ça peut être une molécule très pure, donc par exemple une protéine que l'on vient de purifier, ou bien carrément un échantillon complexe comme une colonie bactérienne. Au niveau de la source d'ions, les molécules subissent d'une part une sublimation, elles passent de l'état solide à l'état gazeux, et d'autre part une ionisation, elles acquièrent un proton H+. Les molécules proviennent de la source d'ions, sont tout d'abord accélérées dans la zone accélérateur, elles acquièrent une vitesse qui leur est propre en fonction du rapport m sur z, puis elles évoluent dans le tube de vol et sont détectées par le détecteur d'ions. Commençons par comprendre comment est déterminée la masse moléculaire d'une molécule en spectrométrie de masse. Essayons de comprendre comment est déterminée la masse moléculaire d'une molécule à partir de cette technique. Tout d'abord, il faut partir d'une molécule très pure. Par exemple, cette protéine que je ne connais pas et que je peux aller rechercher sur un gel SDS-Page qui correspond à un petit spot, une petite quantité, et vous savez que c'est suffisant pour analyser en spectrométrie de masse. Et en plus, c'est très pur. Au sein de la source d'ionisation, cette molécule, cette protéine, est représentée un grand nombre de fois. Il y a beaucoup de chaînes peptidiques correspondant à cette molécule. Et chacune des chaînes peptidiques acquiert soit un proton, soit deux protons, soit n protons. D'accord? Et donc, chacun de ces protons se comportera différemment au sein du tube de vol. Ainsi, une molécule qui n'a qu'un proton ira beaucoup moins vite qu'une molécule qui aura deux protons parce qu'elle aura acquis une vitesse plus faible dans la zone d'accélération. Voici le type de graphe que l'on obtient. En abscisse, c'est le rapport m sur z. En ordonnée, c'est l'intensité, c'est-à-dire la quantité d'ions qui correspond à un rapport m sur z donné. Par exemple, 7 plus correspond à un peptide qui a acquis 7H+. Ou le 8 plus, c'est toujours la même protéine, mais ce sont toutes les molécules qui ont acquis 8H+. 9H+, c'est encore la même protéine, mais qui ce coup-ci a acquis 9 protons, etc., etc. Et donc, grâce à ces valeurs que l'on obtient, on peut en déduire la masse moléculaire. Par exemple, le rapport m sur z du pic 7H+, est égal à 1082. Mais qu'est-ce que ça veut dire m sur z? Ça veut dire m, c'est la masse de la molécule X, plus 7 fois la masse d'un proton, divisé par la charge 7. Donc mx plus 7mh+, divisé par 7 est égal à 1082. Du coup, il n'y a qu'une inconnue dans cette égalité, c'est la masse molaire de X. Donc j'extrais cette valeur en faisant donc ce calcul-là. Donc je vous invite à faire pause pour bien le décortiquer. Et je trouve que mx est égal à 7567 Dalton. Est-ce que si j'avais utilisé le pic 8+, j'aurais trouvé la même chose? Ben, essayons. M sur Z pour les molécules ayant capté 8H+, ça veut dire que M est égal à M de X plus 8 fois la masse molaire de H+, divisé par 8, et donc c'est égal à 946. Donc je fais de la même façon, et du coup j'extrais M de X, et là je trouve 7560 Dalton. Ah, je vois que c'est pas tout à fait la même chose que ce que j'ai trouvé tout à l'heure. En fait, ce n'est pas très grave, la molécule utilise tous les pics qu'elle peut analyser, et donc elle en fait la moyenne. Et donc, avec tous ces pics, elle trouve que finalement, la masse molaire de X est égale à 7566 Dalton. Donc retenez bien, la première application à la spectrométrie de masse, c'est la détermination de la masse moléculaire d'une molécule. Voyons voir maintenant une deuxième application, c'est l'identification d'une molécule, c'est-à-dire en la comparant avec des molécules déjà connues. Nous sommes donc dans le cas où l'on veut identifier, par exemple, cette protéine que l'on vient de repérer après l'avoir extrait d'un gel 2D purifié, c'est-à-dire enlever la partie gel, et donc on récupère la protéine. On commence
dans le but d'une identification par une digestion trypsique, c'est-à-dire qu'on soumet cette protéine à une enzyme connue, comme par exemple la trypsine. Supposons donc que l'on digère la molécule que l'on vient d'extraire par la trypsine. La trypsine hydrolyse toutes les protéines après une lysine et une arginine, attention à condition que l'arginine ne soit pas suivie d'une proline. Donc on voit bien que la trypsine coupe à des endroits bien particuliers. Donc une protéine donnée, après digestion par la trypsine, va donner un lot de petits peptides que l'on a symbolisé juste en dessous de M1, M4, etc., qui correspondent à une protéine donnée. Si j'avais digéré une autre protéine par la trypsine, je n'aurais pas eu exactement le même lot de petits peptides. On obtient donc un lot de peptides correspondant à une protéine donnée. On dit que ce lot de peptides constitue sa signature. N'oubliez pas que ce lot de peptides est propre à cette protéine. Pourquoi? Parce qu'il a été obtenu par hydrolyse en présence d'une enzyme donnée. Et donc, on ne peut obtenir qu'un lot de peptides donné pour une protéine hydrolysée par cette enzyme-là. Ce lot de peptides est alors soumis à analyse par un spectromètre de masse. Puis, on obtient donc un spectre qui s'appelle un spectre de masse. Et donc, chaque peptide peut être protoné différemment, c'est-à-dire que chaque peptide peut porter un proton, ou bien 2 protons, ou bien 3 protons, etc., jusqu'à 15 protons. Donc c'est pour cela que, par exemple, au niveau de M4, on voit qu'il y a plusieurs pics. Chaque pic correspond à un certain nombre de protons. Et grâce à ce lot de pics correspondant à un peptide donné, alors on peut déterminer la masse moléculaire de ce peptide M4. Même chose pour M3, M1 ou M2. Comment procède-t-on pour identifier une molécule à partir d'un spectre de masse? Vous vous souvenez que la protéine a été hydrolysée par la trypsine pour donner 4 peptides M1, M2, M3, M4. Chaque peptide, par exemple M4, est représenté sur ce spectre par un lot de pics, chacun des pics correspondant à une forme protonée du peptide M4. Donc, grâce à ce lot de pics pour M4, on peut déterminer la masse moléculaire de M4. On procédera donc de même pour M1, M2 et M3. Donc une fois qu'on a la masse moléculaire des 4 peptides de la protéine, eh bien, cette protéine est représentée par une carte identifiée, donc exprimée en Dalton, correspondant à la masse moléculaire des 4 peptides qui la composent. On va donc comparer ce lot de masse moléculaire avec une base de données dans laquelle les protéines ont été identifiées de la même façon, c'est-à-dire que chaque protéine est identifiée par un lot de peptides obtenu par hydrolyse en présence de trypsine. Et donc chaque protéine est identifiée par un lot de masse moléculaire donnée. Donc on compare ces cartes avec la carte que l'on vient d'obtenir avec la molécule analysée, et donc on peut rapprocher cette molécule inconnue de molécules déjà connues, on parle donc de molécules candidates, ça veut dire qu'elle sera très certainement de la même famille. Regardons maintenant une troisième application à la spectrométrie de masse, qui est le séquençage d'une protéine. Comment procède-t-on au séquençage d'une protéine? Tout d'abord, on ne peut séquencer une protéine trop longue. Il faut donc la soumettre à l'hydrolyse par une protéase particulière, par exemple la trypsine, pour donner un lot de pics qui la caractérise et dont on déterminera la masse moléculaire de chacun. Donc après soumis à hydrolyse, ce lot de peptides est analysé par spectrométrie de masse. Dans la chambre d'ionisation, chaque peptide, qui est représenté un grand nombre de fois, peut donc acquérir un proton ou 2 protons ou n protons. Et donc ceci pour chacun des peptides. Donc après traitement dans la chambre d'ionisation, ce lot de peptides donne naissance à un grand nombre de molécules chargées qui sont soumises à accélération dans l'accélérateur. Et je vous rappelle que plus la masse est élevée et plus la charge est faible et moins la molécule ira vite dans cette partie accélérateur. Ils acquièrent donc une vitesse prof qui leur permet de voler toujours à cette vitesse dans la partie analyseur. À la fin de l'analyseur, le détecteur à ions détecte l'arrivée des ions et ces ions passent dans la chambre de tri. Et comme vous pouvez le voir, eh bien certains ne seront pas sélectionnés. Seuls les ions monochargés sont
triés, sélectionnés dans cette chambre de tri. Donc par exemple le peptide 1 portant un seul proton, tous les peptides 2 portant un seul proton, etc. Et on va même plus loin, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne va même sélectionner que le peptide 1 monoprotoné. On fera l'analyse et on recommencera l'analyse en ne sélectionnant que le peptide 2 monoprotoné, puis une troisième analyse avec que le peptide 3 monoprotoné, etc. Donc pour l'instant, seul le peptide monoprotoné 1 est sélectionné et il passe dans la chambre de collision où, en présence d'argon, ce peptide est soumis à fragmentation. Et ce qui se fragmente, ce seront les liaisons peptidiques qui constituent ce peptide. Et donc finalement, voilà les différents résultats que l'on peut avoir à la fin de la collision. Alors tout d'abord, je ne représente que les parties N-terminales, c'est-à-dire celles qui sont chargées. Les parties C-terminales, bien que existant dans cette chambre de collision, ne m'intéressent pas car ces peptides-là n'étant plus chargés, ils ne pourront plus suivre leur chemin. Donc je ne garde donc côté N-terminal, soit on garde un acide aminé, 2 acides aminés, jusqu'à 6 acides aminés, si le peptide n'a pas subi de fragmentation. Donc ces 6 formes protonées peuvent donc maintenant entrer dans la partie accélérateur d'une deuxième partie spectrométrie de masse. Vous voyez qu'on avait d'abord trié dans un premier temps par spectrométrie de masse l'ensemble des protons, et maintenant on va trier par spectrométrie de masse seulement les protons correspondant au peptide M1 monochargé et fragmenté. Donc on dit que c'est une spectromasse en tandem. Donc l'ensemble de ces protons monoprotonés et plus ou moins fragmentés entrent dans l'accélérateur de la deuxième partie spectrométrie de masse. Ils ont tous la même charge, mais ils n'ont pas la même masse, donc les plus petits auront une vitesse beaucoup plus élevée que les plus gros et donc atteindront plus rapidement la fin de l'analyseur. Le détecteur ion mesure l'arrivée de ces ions et transmet donc cette information à la partie analyseur. Supposons que l'on obtienne ce spectre-là, MSMS, c'est-à-dire spectrométrie de masse en tandem. Donc vous vous souvenez qu'en ordonnée, c'est l'intensité. Cette grandeur-là, on ne l'utilise pas. En revanche, en abscisse, on a le rapport M sur Z. La charge étant égale à 1, donc en abscisse, c'est M. Et donc, de la gauche vers la droite, on va pouvoir lire la séquence du peptide. Comment procède-t-on pour analyser les différents fragments issus du peptide M1H? Donc voilà les 6 peptides issus de la fragmentation du premier peptide M1 monoprotoné. Donc ils ont tous une charge, en revanche ils n'ont pas la même masse. Donc le peptide qui se lie en premier sur le spectre, c'est donc celui qui aura le rapport M sur Z, Z égale à 1, donc la masse M la plus petite. Donc on lit d'abord côté N-terminal, celui qui porte la charge plus et qui est donc le plus petit, donc 159,09. Le suivant, à 272,17, c'est donc le peptide à 2 acides aminés. Le suivant, c'est donc le peptide à 3 acides aminés, etc., etc. Donc, comment fait-on pour déterminer l'acide aminé qui sépare deux peptides qui sont différenciés d'un seul acide aminé? Imaginons qu'on considère cet acide aminé, ce peptide-là, à 6 acides aminés. Pour déterminer que le suivant est le tryptophane comme il est indiqué sur le schéma, comment procède-t-on? Eh bien, on dit que 6 acides aminés plus l'acide aminé suivant donneront un peptide à 7 acides aminés plus une molécule d'eau. Donc en termes de masse moléculaire, ça donne masse du peptide acide aminé plus masse du 7e acide aminé dont on cherche la masse moléculaire est égale à la masse moléculaire du peptide à 7 acides aminés que je connais plus la masse moléculaire de l'eau. Donc la masse moléculaire de l'acide aminé numéro 7 que je cherche, c'est la masse moléculaire du peptide à 7 acides aminés plus la masse moléculaire de l'eau moins la masse moléculaire du peptide à 6 acides aminés, ce qui donne 871,46 plus 18 moins 685,37, ce qui fait 202,63. Donc l'acide aminé qui a été rajouté entre le peptide à 6 acides aminés et celui à 7, c'est bien le tryptophane W, donc c'est bien l'acide aminé suivant qui nous manquait.
J'avais trouvé une masse moléculaire de l'acide aminé à environ 200 grammes par mol ou 200 Dalton, et là je vois donc 202, et là je trouve 204,23, donc c'est bien le tryptophane. Et on passe maintenant au petit quiz avant de terminer la vidéo. Donc tout d'abord, rappelez les 3 applications à la spectrométrie de masse qui ont été présentées dans cette vidéo. Deuxièmement, reprendre le schéma de la partie détermination de la masse moléculaire d'un peptide pour expliquer ce principe. Troisièmement, reprendre le schéma de la partie identification d'une molécule pour expliquer ce principe. 4. Reprendre le schéma de la partie séquençage d'une protéine pour expliquer le principe. Et enfin, 5. Donner la signification d'un spectre MS-MS. C'est la fin de cette vidéo. Merci.